Donc, ça fait vraiment plaisir de vous recevoir, de vous voir si nombreux à l'appel. Je parle au nom du comité qui est constitué de Rose-Hélène, Rosalie, Marie-Ève, Audrey et Amélie, qui sont soutenus par le groupe Environnement Vert Plus. D'ailleurs, on vous invite à suivre la page d'Environnement Vert Plus pour vous tenir au courant des dossiers et des actions qui sont en cours. Petit retour bref sur la journée de la Terre. Au départ, les activités se tenaient sur une journée sur la thématique de la forêt, mais c'est ça, seulement avec l'annonce des mesures gouvernementales, l'événement tel que prévu ne pouvait pas se réaliser. Et ça, ça tenait à cœur au comité de réaliser une activité pour parler de la Terre, un événement pour susciter le dialogue sur l'environnement. Et la formule a été adaptée en devenant la semaine de la Terre par une conférence par soir, et la thématique de la résilience a été ajoutée au thème initial de la forêt. Donc, pour être en mesure d'organiser cette activité, le comité a compté sur la contribution financière du Conseil régional de l'environnement Gaspésie-les-Îles, de la Caisse des jardins de la Baie et de l'honorable Diane Leboutillier, députée Gaspésie-les-Îles-de-Madeleine et ministre du Revenu national. Donc, la conférence de ce soir qui porte sur le caribou comme indicateur de l'état des écosystèmes, autrement dit, en quoi la protection du caribou contribue-t-elle à la protection du patrimoine social et écologique? L'invité de choix est Hugues Deglaire, biologiste de formation. Il a déjà travaillé dans le parc de la Gaspésie. Pour le déroulement, ce qu'on a prévu, c'est accorder 45 minutes à Hugues pour faire sa présentation, puis ensuite, on prendrait 15 minutes pour la période de questions. Donc là, on a commencé à 20h, 20h05, donc on donnerait le temps, c'est ça, ça va être décalé. Évidemment, la soirée va se terminer un peu plus tard que prévu. Mais en espérant que vous allez apprécier cette formule qui est du Zoom direct. Là. Donc, pour la période de questions, on va vous inviter à ouvrir votre micro. Peut-être, en tout cas, on verra à ce moment-là, mais voir dans le commentaire chat d'abord pour prendre un droit de parole selon le nombre de questions qu'il y a. Donc, j'arrête mon partage d'écran. Allô, Hugues? Je te mets en spotlight pour que tu sois grand écran. Et ça, c'était ma fonction. Et je t'invite à partager notre écran, à ton écran. Dans le bas de l'écran, il doit avoir un petit icône vert. Non, pas vraiment. Mais je vais faire ça. Ça devrait marcher comme ça. Est-ce que vous... Ça fonctionne? Oui, on voit, mais il n'est pas en plein écran. Mais oui. Il est comme... Ah! Ça ressemble à ça? Ça ressemble à ça. Est-ce que vous voyez le petit crayon? Oui. Et on voit le petit crayon. Oui. OK, c'est parce que là, j'ai un setting. Super. OK. Bonjour tout le monde. Donc, je vais commencer cette présentation. Tout d'abord, je voudrais remercier les conférencières et conférenciers qui m'ont précédé. J'ai vraiment regardé les sujets diversifiés. Puis, je les remercie vraiment pour la richesse partagée. Caribou de la Gaspésie à la Jamésie. Pourquoi ce titre différent? Parce que à un moment donné, j'ai pas trop compris pourquoi il y avait un autre titre, mais vous allez voir que ça va répondre à peu près aux mêmes questions. En fait, c'est une présentation dans laquelle je vous propose en fait de vous amener un peu en voyage à la découverte de ce nomade nordique qu'est le caribou, et puis de découvrir un peu les différences qui peuvent exister à l'intérieur de la planète caribou au Québec. Pour ça, je vous emmenais d'abord voir les caribous de la Gaspésie que j'ai bien connus. Et puis, depuis quelques années, je fais un pèlerinage presque à chaque année, l'hiver, à la baie James, où je veux vous montrer d'autres caribous, en fait, puis on va essayer de démêler ces populations-là, puis d'en comprendre les enjeux. Ça va me permettre de vous amener à connaître un peu le caribou, puis hein, quand on connaît, on a tendance à aimer et donc à vouloir protéger
et voilà. À travers tout ça, un peu une réflexion philosophique, là, peut-être même aussi un petit peu des fois par rapport à la période spéciale qu'on est en train de vivre présentement. Euh, Tout ça, ça repose sur mon expérience personnelle et effectivement, j'ai beaucoup lu d'affaires scientifiques, mais le but ici, c'est aussi de vulgariser un petit peu, d'en parler un peu. Fait que c'est ça, puis ben, je vais être heureux après pour vos questions et puis vos réflexions, si vous voulez bien les partager. Euh, Tout d'abord, une petite présentation vite fait. Donc, mon parcours, ben, moi, je suis un passionné à la base d'ornithologie, donc des oiseaux, depuis l'âge de 13-14 ans. J'ai fait des études en biologie. J'ai œuvré dans le domaine des études d'impact éoliennes. J'avais oublié de partir mon chrono. En tout cas, et puis ben, ces études d'impact environnemental, ben, c'est ça qui m'a amené en fait en Gaspésie à travailler sur les oiseaux migrateurs puis les chauves-souris dans les parcs éoliens. Et pendant cette période gaspésienne, ça fait 10 ans hein, que j'ai habité en Gaspésie, puis j'ai été garde-parc naturaliste pendant 5 ans au Parc national de la Gaspésie. C'est aussi là que j'ai bien connu les caribous gaspésiens. Euh, une autre passion aussi, c'est la photographie animalière, la photographie de la nature. J'ai passé énormément de temps en fait à faire de l'observation directe sur le terrain de la faune sauvage. Euh, et puis aussi, ben, j'ai beaucoup voyagé, j'ai toujours été un passionné des environnements nordiques et puis du Nord. Alors, des diapos hein, qui ont été scannés. Mon histoire d'amour avec les caribous, elle a commencé dans ces montagnes, dans le parc national d'Abisko, euh, en Suède, hein, où j'ai vécu un an en Suède, un an de ma vie. Et puis, ben, donc c'est là que j'ai rencontré mes premiers animaux. Là, il est minuit, parce qu'on est au-dessus du cercle polaire, en juin, donc oui, au solstice d'été. Et puis, ben, donc juin 2004, Laponie, la région de la Laponie. Puis, j'ai rencontré mes premiers rennes. Donc, ben, vous voyez un petit qui a un peu moins d'un mois, des femelles, des mâles ici. Ben là, on a une présentation sur les caribous, puis je parle des rennes. Alors, faut bien, je vous dois des explications. Rennes ou caribous? Rennes ou caribous, ben en fait, c'est la même espèce. C'est la même espèce qu'on appelle Rangifère tarandus. Donc, euh, on parle de rennes en Eurasie, ici, donc de la Laponie, hein, des îles les plus hautes du monde, hein, des Svalbard à la Nouvelle-Zélande, à la Laponie, la Russie jusqu'au Kamtchatka, puis en Amérique du Nord, on parle des caribous, mais c'est la même espèce. Rangifère tarandus, donc un vieux genre de cervidés, dont la dernière espèce qui existe, c'est Tarandus, donc le caribou. Donc, hein, les scientifiques aiment bien les noms latins, ça permet de savoir de quoi on parle. Euh, voilà, caribous qui ont été introduits en Islande pour sauver les Islandais d'une famine il y a bien longtemps, un petit peu en Écosse. Mais sinon, vous voyez que c'est une espèce vraiment nordique, hein, on peut dire circumpolaire ou circumboréale, puis il va vivre sur les îles les plus nordiques du monde. Euh, j'ai aussi rencontré les caribous dans les territoires du Nord-Ouest. Donc ici, c'est la harde de la porcupine qui migre entre l'Alaska, le Yukon et les territoires du Nord-Ouest. Une petite harpe forestière à Muncho Lake, donc des caribous forestiers. Muncho Lake, c'est vraiment la frontière de la Colombie-Britannique puis du Yukon. Un peu plus proche de nous maintenant,
un caribou que j'ai rencontré, là, j'ai eu une chance inouïe. En fait, c'est une harpe qui est très dure à voir. C'est l'harpe du Mont Logan, donc au Parc national de la Gaspésie. Euh, c'est des individus très forestiers. J'ai marché 3 jours en forêt, à travers la forêt pour tomber dessus. Donc j'ai eu une chance inouïe. Je vous fais remarquer les bois de ce mâle là, qui vient de m'apercevoir. Regardez les bois hein, qu'il a en hauteur, le mâle. Donc j'ai aussi rencontré les caribous lors de 2 voyages qui m'ont emmené au Labrador. Donc ça, c'est des caribous toundriques, donc des caribous de la rivière Georges, la harpe de la rivière Georges. Puis, à la baie James, on a la harpe de caribous de la rivière aux Feuilles, dans leur quartier d'hiver. Je vous montrais le caribou du Mont Logan. Hein? Ben, regardez le caribou de la rivière Georges, l'envergure de bois qu'il a. Imaginez, lui, s'il devait marcher à travers les arbres dans la forêt gaspésienne, ben, il aurait bien de la misère avec son envergure. Donc, juste pour vous dire qu'il y a des différences quand même dans les différentes populations de caribous. Donc, je vais passer vite. Je manque de gaz. Ici, donc, une carte des différentes populations en fait, de caribous au Canada. Donc, les scientifiques, là, ils parlent de 12 unités désignables. Donc, vraiment de la Colombie-Britannique à Terre-Neuve. Vous voyez qu'on a du caribou partout, même jusque sur les îles hein, les plus hautes du monde, hein, l'île d'Ellesmere ici, où c'est des petits caribous trapus qui s'appellent les caribous de Perry. Puis c'est quand même, il faut savoir que ces animaux-là, ils vivent 6 mois dans la noirceur, là, ou pratiquement. Là. Puis bon, on a toutes d'autres populations de caribous. Ici, regardez, numéro 11, la Gaspésie, c'est chez nous. Puis je veux passer cette carte, mais par contre, juste pour la suite, je vais vous montrer, regardez, la limite sud du caribou au Canada, il y a 180 ans. Regardez la ligne. C'est toute la ligne là, que je fais avec mon stylo. Puis vous voyez, depuis 180 ans, les caribous ont vraiment remonté, leur limite sud a vraiment remonté vers le nord. Alors, vite fait comme ça, un caribou, ben un caribou c'est quoi? C'est un mammifère, herbivore, c'est un cervidé. Puis la caractéristique des cervidés, c'est d'avoir des bois. Hein. On dit aussi un panache, c'est-à-dire que ça, c'est des minéraux à la surface de son crâne, donc qui vont monter se monter pour faire un bois qui va perdre en fait à chaque année, puis qui va repousser à chaque année. D'autres cervidés au Québec, donc, l'orignal, qui est le plus grand cervidé du monde. Et puis, on va avoir aussi le cerf de Virginie, qu'on appelle aussi communément le chevreuil. Là, donc, je suis perdu. Voilà, donc je vais vous parler maintenant des caribous de la Gaspésie. Donc, on voit la péninsule gaspésienne. Les caribous vont principalement se trouver sur le territoire hein, du Parc national de la Gaspésie, dans une chaîne de montagnes qu'on appelle les Appalaches. J'entends quelque chose? Tout est correct? Oui, tout est beau. Oui. Donc, je vous propose de rentrer dans le Parc national de la Gaspésie, donc rentrer par la porte mystique du Parc national de la Gaspésie, le Mont Albert. Donc, vous voyez le Mont Albert, une montagne extraordinaire. Là, c'est un grand plateau de 13 km² en fer à cheval, avec une roche bien spéciale qu'on appelle la serpentine, qui lui donne cette couleur orangée. Donc, c'est quand on a une carte hein, aussi, une carte satellite de la Gaspésie, le Mont Albert, hein, c'est tellement vaste et différent du vert autour qu'on c'est visible même par satellite en fait. Et puis,
ça c'est plus dans les monts McGarrigle, toujours dans les mêmes montagnes au parc de la Gaspésie. Donc ça c'est plus du côté du mont Jacques-Cartier. Ici, pour vous montrer, vous voyez, ici, on survole les McGarrigle. Puis vous voyez ici, il y a des traces il y a des traces des passages de caribous qu'on peut voir du ciel. C'est intéressant, puis c'est aussi intéressant de se dire que s'ils venaient à disparaître, ben, ces traces-là, elles survivraient aux caribous peut-être plusieurs décennies, voire peut-être un siècle. Donc c'est vraiment important comment il marque le paysage aussi. Donc quelques images ici avec le mont Albert en, en fond. L'heure de la sieste. Donc là, on est en juin. Hein. Je vais vous, ça va me permettre aussi de vous montrer un peu une petite année dans la vie d'un caribou. En juin, vous voyez, il y a encore son pelage d'hiver, en fait. Je vais vous montrer les Dalton. Donc, vous voyez ici, on a un petit caribou qui est un fan de l'année dernière, hein, qui a 1 an. Puis, les fans de caribou, ben, ils vont naître entre la mi-mai, je dirais, puis le début juin. Fait qu'ils naissent, ça fait 5 kilos, hein, c'est relativement tout petit. Et puis, ils vont doubler de taille en dedans d'un mois. Hein. Ça, c'est une assurance vie qu'on trouve un peu partout chez les animaux. Hein. C'est le plus que je grandis vite, le plus que je cours vite, le plus que j'échappe vite à mes prédateurs. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous voyez, il a un pelage caramel, contrairement aux adultes. Vous voyez que aussi, la femelle, elle est en train de muer son pelage d'hiver. Donc, elle passe du blanc cassé au brun chocolat. Ah, ça, c'est du temps que j'étais naturaliste au Parc national de la Gaspésie. Donc, on reconnaît ici le mont Jacques-Cartier. Des fois, on veut guider le monde, puis c'est juste pour montrer que des fois, c'est les caribous qui se mettent à guider le monde. Hein. Fait que ça arrive. Faut pas le prendre personnel, comme on dit. Le mont Albert, vous voyez que le sommet du mont Albert est bien différent du mont Jacques-Cartier. Puis à l'automne, ben, les caribous tranquillement commencent à reblanchir, donc on voit leur pelage d'hiver qui s'en vient. Puis ils ont tendance à l'automne à se rassembler sur les sommets. En fait, c'est les mâles qui vont rassembler les femelles en harem, puis qui vont suivre en fait les femelles pour s'accoupler avec elles, donc une par une. Puis par contre, si un autre mâle voudrait s'approcher, ben souvent il n'est pas le bienvenu. Ça peut d'ailleurs, si c'est des mâles de même taille, ça peut donner des combats assez violents à l'occasion. L'hiver s'en vient. Les caribous vont perdre leur bois. Donc, vous voyez ici un mâle, sauf que l'hiver, il n'y a plus ces bois. Hein. Les bois chez les mâles, ça sert principalement pour le temps du rut. Le rut est passé. Ça, c'est une photo que j'avais prise en janvier sur la trail du lac aux Américains, d'ailleurs, pour ceux qui connaissent. Puis, ben, en hiver, nos caribous de la Gaspésie, en fait, ils vont descendre un peu dans les coteaux, ils vont quand même fréquenter les sommets, mais en fait, ils vont beaucoup occuper la forêt boréale. Puis, ils vont occuper une partie de la forêt boréale qu'on appelle la forêt, les vieilles forêts, les forêts anciennes. C'est quoi qu'on appelle forêt ancienne? C'est des forêts qui ont 70 ans, 90 ans, 120 ans d'âge, en fait. Pourquoi? Parce que c'est des forêts où on va trouver beaucoup de lichens arboricoles, qui est sa nourriture hivernale, en fait. Puis, donc, il va surtout manger du lichen arboricole en hiver. Et puis, le lichen arboricole, c'est très long à pousser. Ça pousse très lentement. Donc, c'est pour ça que on va en trouver beaucoup plus dans les forêts anciennes que les forêts matures, donc que les jeunes forêts. Ça, ben, le petit clin d'œil, je dirais que ça, c'est une photo historique. C'est une photo qui a été prise par mon collègue de travail, Denis Desjardins. Puis pourquoi c'est une photo historique? Parce que il reste 70 caribous en Gaspésie, à peu près.
Puis ça a été pris le 23 juillet 2009, puis il y avait 66 caribous sur cette plaque de neige-là en juillet. Bon, les caribous, c'est pas des animaux qui aiment bien la chaleur. Puis cette plaque-là, c'est toujours la dernière à mourir dans la saison. Donc, vous voyez, on parle du 23 juillet, là. C'est souvent qu'on en retrouve qui vont faire la sieste là, dans cette zone-là. Donc, c'est vraiment leur climatiseur naturel, si on peut dire. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu dans les caribous de la Gaspésie, c'est quoi en fait les causes du déclin. Puis historiquement, la cause principale historique du déclin, ben, ça a été la surchasse. En fait, on voit sur cette vieille image d'archives, il y a eu beaucoup de chasses aux caribous en Gaspésie. Des grosses chasses au trophée, notamment autour des années 1915. Et puis, l'arrêt de la chasse, donc, en Gaspésie, ça a été en 1948, puisque le gouvernement du Québec l'a interdite en dessous du 50e parallèle. Puis le Parc national de la Gaspésie, il est au niveau du 49e parallèle. Ça, c'est sur papier. Donc, il faut vous dire aussi que possiblement, ça a pris encore quelques années sur le terrain pour que ça s'arrête. Aujourd'hui, donc, la chasse au caribou, elle est interdite en dessous du 52e parallèle. Et puis, évidemment, juste vous dire que depuis 1937, qui est la date de création du Parc national de la Gaspésie, ben, il n'y a jamais eu de chasse donc, au parc national de la Gaspésie. Deuxième facteur en importance, qui a celui-ci son importance, puis qui est toujours très actuel, c'est l'industrie forestière, donc l'exploitation forestière industrielle. Puis il faut vraiment insister sur le mot industriel. C'est quoi qui se passe avec ça? Ben, nos caribous, quand on fait de la coupe forestière intensive comme on a fait partout en Gaspésie, en fait, ben, si vous regardez un peu les forêts aux jumelles, mettons qu'on peut très bien voir du haut du mont Jacques-Cartier, hors du parc ou même par le mont Albert, là, vous verrez que la forêt en Gaspésie, moi personnellement, j'appelle ça de la repousse, mais c'est plus de la forêt. La forêt, c'est des peuplements qui peuvent être anciens, justement. Puis ben, c'est des forêts où il n'y a plus de lichen, donc il y a vraiment un manque de nourriture. Dans son garde-manger, le caribou, il a un manque de nourriture hivernale, hein, parce que c'est surtout l'hiver qu'il mange du lichen arboricole. Puis ben aussi, quand on va faire ces coupes forestières, ben on ouvre plein de chemins comme ça un peu partout, qui se recoupent. Et ça, c'est des vraies autoroutes à prédateurs. Si en plus on fait du skidoo beaucoup un peu partout, ben on vient tasser les beaux chemins de neige pour faire encore l'hiver des belles autoroutes à prédateurs. Fait que le caribou, lui, il faut savoir que c'est pas une critique ce que je dis là, mais il faut savoir que on a changé son environnement très vite. Et il n'a pas forcément eu le temps de s'adapter à ça. Fait qu'il se ramasse avec des nouvelles conditions assez vite. Il y a les feux de forêt aussi qui ont participé aussi aux régénérations des forêts en Gaspésie, donc ont aussi participé à ce qui est moins de forêts anciennes. Mais ça peut être naturel, hein, les feux de forêt, la forêt boréale brûle régulièrement. L'autre facteur en importance, je vous dirais, c'est la prédation. En Gaspésie, ben, il y avait du loup, hein, il y avait du loup un peu partout. Et puis, là, en effet, l'homme s'en est occupé, comme un peu partout au siècle dernier. Puis ben, la nature ayant horreur du vide, il y a un autre prédateur qui est arrivé de l'ouest qui s'appelle le coyote. En plus, il a réussi à s'hybrider avec les derniers loups, je pense dans le coin du parc Algonquin que ça a été prouvé. Et c'est ce qu'on appelle actuellement les coy-loups. Donc, c'est des coyotes qui sont beaucoup plus forts que des coyotes qu'on peut trouver dans l'ouest, puis qui sont beaucoup plus gros. Qui ont plus de possibilités de chasser des grosses proies. Hein. Mais il faut savoir que ces coyotes-là, ils sont là parce que l'humain a éliminé le loup aussi. Parce qu'on entend souvent l'histoire du grand méchant coyote, faut aussi replacer les choses.
Sans nous, ils ne seraient pas là. En importance, l'ours, hein, l'ours noir qu'on trouve en Gaspésie. Sauf que ça, c'est plus un prédateur opportuniste, je vous dirais. J'ai- j'ai- c'est quand même efficace là. J'ai vu un ours une fois en live tuer un petit orignal comme ça. Puis ça va vite, c'est capable. Mais c'est pas des animaux qui vont chercher forcément à faire de la prédation. Alors d'autres prédateurs, probablement euh, opportunistes, mais probablement de manière ponctuelle, je dirais. L'aigle royal est tout à fait capable de tuer des petits caribous dans leur première semaine, hein, par exemple. Et puis, euh, et puis aussi ouais, le lynx aussi. Le lynx qu'on va trouver aussi au parc de la Gaspésie. D'autres facteurs en importance, le facteur touristique et quand en fait il y a beaucoup trop de monde, et beaucoup trop d'achalandage humain. Moi, je me rappelle qu'une fois au mois de juillet, là, il y avait tellement de monde que sur le chemin principal du Mont-Jacques-Cartier, il y avait des caribous qui voulaient passer d'un bord et l'autre. Et il y avait tellement de monde qui passait d'un bord et de l'autre, mais en restant quand même sur le chemin. On n'a pas le droit de sortir des sentiers. Mais ce jour-là, les caribous, ils ont viré de bord parce que le chemin coupe la montagne en deux, puis ils n'ont pas pu passer. Fait que, bon, c'est vraiment pas des problèmes, c'est des problèmes qui restent ponctuels. Et par rapport à la coupe forestière, par exemple, c'est pas des aussi gros problèmes que la perte de son habitat, par exemple, la destruction de son habitat, on s'entend. Le ski aussi peut déranger. Alors c'est pareil de manière ponctuelle, ça n'a rien à voir avec les dérangements de l'industrie forestière non plus. Ça, c'est à l'entrée donc du Blanche-la-Montagne puis des Champs de Mars. Mais on peut voir ici que les gens, il y a des gens qui descendent avec leurs chiens. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que les chiens, souvent ils sont pas en laisse. Puis, puis les chiens, par les animaux sauvages, c'est un peu considéré comme des prédateurs en fait. C'est associé au loup, au coyote, au renard, donc toutes ces canidés, hein, c'est la famille des canidés. Donc c'est quand même des animaux qui peuvent faire peur à des animaux sauvages. Puis ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut, je pense, de plus en plus considérer dans notre façon d'agir, parce que parce qu'en fait, partout où on va, c'est peut-être de se poser la question, est-ce que je suis chez moi partout? Oui, je suis chez moi partout, mais je suis chez d'autres aussi qui habitent là. Il y a d'autres habitants là. Puis, est-ce que j'arrive en terrain conquis ou est-ce que j'arrive en laissant aussi de la place à la faune, à la flore? Alors, ça n'empêche pas d'être, de profiter et d'aller voir et de profiter de la nature. Hein. C'est pas ça du tout que je veux dire. Mais au Blanche-la-Montagne, par exemple, ça fait quelques années qu'on peut avoir entre 15 et 25 caribous qui passent l'hiver là. Puis ça, c'est plus d'un tiers du troupeau de la Gaspésie actuellement. Donc c'est pour ça que c'est des choses qui sont importantes quand même, juste à prendre conscience. Une belle surprise, c'est de l'ironie. Une belle surprise en 2016, à 2 kilomètres à l'extérieur du parc national de la Gaspésie, on se retrouve devant une belle coupe à blanc, justement, au pied du Blanche-la-Montagne, avec, vous voyez, donc ça ici, c'est une vue du mont Oxbach. Donc, le Blanche-la-Montagne, j'ai fait de quoi? On va revenir, excusez. Le Blanche-la-Montagne, c'est cette montagne-là. Puis, vous voyez, la limite du parc La Gaspésie, elle se trouve juste là. Puis ben là, on a des belles coupes à blanc un peu partout, là, avec des chemins, des nouveaux chemins ouverts, des nouveaux chemins forestiers. Fait que, on va dire que jusqu'à encore tout récemment, il y a eu quand même beaucoup d'incohérences dans la protection du caribou. Mais on s'essaye. On va
On va laisser un petit peu les caribous de la Gaspésie. Puis, en fait, je vais me permettre juste de faire, on va démêler tout ça. Là, on est au Québec. Donc, on est chez nous, là. Au Québec, il y a une seule sous-espèce de caribou, c'est le caribou des bois. Par contre, on distingue 3 écotypes. L'écotype toundrique en orange, l'écotype forestier en vert et l'écotype montagnard en rouge. Excusez-moi. Donc, donc nos caribous de la Gaspésie, hein, il y en a à peu près 70. Il y a une harde ici montagnarde d'à peu près 400 caribous dans les monts Tangat, donc à la frontière du Labrador et du Québec. Puis, on a les forestiers. Alors, les forestiers, donc, on aurait entre 6000 et 8500 caribous forestiers donc dans toute la zone verte, avec une harde qui a été réintroduite dans Charlevoix d'à peu près 70 caribous, sauf que depuis quelques années, ça s'est cassé la gueule. Ils sont 25 caribous actuellement. Donc on a un petit peu peur pour ça, on a beaucoup entendu parler de cela. Et on a aussi beaucoup entendu parler récemment, donc ça c'était juste avant l'histoire du Covid, hein, on a juste entendu parler aussi des caribous de Val-d'Or, où il en reste actuellement 7 apparemment. Et puis on a le 3e écotype, c'est l'écotype toundrique. Alors l'écotype toundrique, il passe l'été ici dans la baie d'Ungava. Et puis, on distingue 2 hardes présentement, donc la harde de la rivière Georges ici qui descendent en migration vers le Labrador, puis il y a la harde de la rivière aux Feuilles ici qui vont descendre jusqu'à la baie James. Puis eux, c'est des migrateurs. Ces caribous-là, dans la fin des années 90 aux années 2000, ils ont été 1 200 000 têtes. Donc, les 2 plus grands troupeaux du monde, en fait. Puis, je vous dis, c'est des migrateurs. Alors, ceux-là, ils font à peu près 10 000 km par an. Puis ça, c'est la 2e plus grande migration terrestre au monde. Donc, c'est ça qu'on a dans le nord du Québec, cette richesse-là. Pourquoi la 2e plus grande migration terrestre au monde? Terrestre, parce que les oiseaux sont imbattables en termes de migration. Et la 2e, parce que la première plus grande migration terrestre au monde, c'est les gnous en Afrique. Donc là, je veux vous emmener donc au nord du Québec, donc sur la toundra au nord du Québec, ou la toundra arbustive qu'on l'appelle. Donc ça ressemble à ça, avec plein de lacs comme ça, et puis c'est là, vous voyez que une photo qui a été prise par un biologiste, Serge Couturier, qui a beaucoup travaillé sur ces caribous toundriques. Donc vous voyez que quand les caribous se mettent à migrer, là, ils peuvent faire des énormes groupes comme ça pour descendre. Donc là, c'est ça, moi je me propose de vous emmener à Baie James. Donc là, on est en janvier, par des températures assez basses. Puis on va partir de Montréal, de Québec ou de la Gaspésie, mais de Québec ou Montréal, c'est à peu près 1300 à 1400 km à rouler. Donc, on va se retrouver dans le nord. Donc, vous voyez, avec du monde sur la route, les petites perdrix blanches, là, les lagopèdes en plumage d'hiver. Puis, on va arriver à Radisson, donc au bout de la route, donc au pays des aurores boréales. Et puis, selon que certaines années, les caribous sont un peu plus à l'ouest, un peu plus à l'est sur la route là. Et des fois, quand on peut pas aller au motel parce que les caribous sont pas là, on va même camper. On est toujours plusieurs pour des questions de sécurité puis de rentabilité aussi du voyage. Et puis, les longs affûts commencent. Alors, c'est dur sur les bonhommes. Des températures, des fois, on a eu des températures assez basses. C'est dur sur les véhicules aussi.
Puis ce matin-là, ben, on sort du motel, là, il a fallu qu'on booste un char avec l'autre. Puis, euh, puis là, on a de la misère. Regardez, on a une espèce de brume de froid. Puis là, ce matin-là, on rencontre nos premiers caribous. D'habitude, je pose des questions. J'ai mon assemblée en face, là. Euh, Combien il faisait au thermomètre ce matin-là? -47 degrés. Euh, -47 degrés Celsius au thermomètre. Alors, ben moi, personnellement, c'est là que j'ai compris que les petites bottes d'hiver du Canadian Tire, c'était pas suffisant. Puis, en fait, pourquoi je voulais vous parler aussi de l'intimité du caribou? Ben, nous, quand on dort dans le motel, là, puis on arrive là, puis on les voit, là, puis ils ont dormi dehors, là. Ils ont dormi dehors. Il fait cette température-là, là. Puis moi, ça m'apporte vraiment on a de l'humilité, on a du respect pour ces animaux-là, d'être aussi bien adaptés à leur environnement. Puis quelque part, en temps de COVID-19, on peut aussi se poser la question si on est toujours bien adapté à notre environnement, nous les humains. Puis c'est des prises de conscience donc que les animaux sauvages, moi, personnellement, m'ont toujours apporté par des questions que je me posais comme ça quand j'observais ces animaux-là. Fait que ben, nos caribous, hein, on rencontre des petits groupes comme ça un peu partout, on s'éloigne de la route, on fait des attentes comme ça, puis la plupart du temps, ils sont en mouvement, ils bougent, ils bougent, ils bougent. Fait que, puis un caribou, hein, ça peut courir à 70 km/h. Donc, ben ici, on voit que les caribous, ils ont creusé dans la neige pour accéder au lichen, donc ils mangent. Puis caribou, ben, ça vient d'où? Ça vient tout simplement d'un mot des Micmacs, donc les autochtones de la Gaspésie, qui peuplaient notamment la Gaspésie, qui parlaient d'un mot galipou. Galipou, ça voulait dire ben, celui qui pioche, celui qui creuse. Puis c'est effectivement hein, les peuples autochtones, mais ils regardaient beaucoup la vie sauvage. Puis effectivement, le caribou avec ses grosses pattes, ben, il creuse pour accéder à sa nourriture l'hiver comme ça. Et puis le caribou, ben, il a un très bon odorat. Il peut sentir du lichen sous 1 mètre de neige. Fait qu'il creuse pas pour rien, en fait. Euh, donc, c'est ça, toujours sa principale nourriture l'hiver, le lichen. Donc, nos caribous, ben, c'est ça, ils sont quand même souvent en train de bouger, souvent en file indienne hein, pour sauver de l'énergie. Puis, ils sont souvent sur les lacs. Pourquoi ils sont souvent sur les lacs? Ça aussi, c'est quelque chose que je fais deviner d'habitude. Pourquoi ils sont souvent sur les lacs, donc les caribous? Puis vous voyez, il manque pas de lac dans le coin là. On voit ici, Radisson. Ben, nos caribous, ils sont beaucoup sur les lacs parce que je vais vous donner un indice. Bon, je sais qu'il y en a qui ont déjà trouvé. Ils sont sur les lacs pour voir de loin aussi leurs prédateurs. Puis le loup à la baie James, on l'a rencontré une couple de fois. Très très dur à voir, mais on était chanceux une couple de fois. Eh ben, sur les lacs, c'est là qu'ils font beaucoup leur pause. Puis en fait, ils, euh, ils peuvent voir leurs prédateurs arriver de loin. Euh, Loup et caribou, hein, ils ont toujours eu un rôle réciproque. En fait, ben, les prédateurs, ils ont tendance à suivre leur proie, notamment les caribous. En plus, à la baie James, on s'est rendu compte, enfin dans le nord du Québec, on s'est rendu compte en fait qu'il y a des meutes qui sont sédentaires, qui habitent à un endroit, puis quand les caribous passent, ben, ils en profitent. Puis il y a des meutes de loups qui sont moins nombreuses, mais qui suivent la transhumance des caribous, en fait. Mais ils ont toujours eu un rôle réciproque, en fait. Puis c'est souvent un rôle qui est mal compris, d'ailleurs, actuellement encore, parce qu'on a souvent encore la phobie du grand méchant loup. Puis, ben en fait,
le fait que les prédateurs fassent bouger les espèces proies, ça évite aussi le surbroutage à certains endroits. Ça va disperser les caribous. Puis ça va faire aussi que la végétation va pouvoir se régénérer plus vite. Parce que, parce que s'il y a de la nourriture là, le caribou, il a aucune raison de se déplacer. Là. C'est pas nous les humains, c'est pas nous qui avons inventé la loi du moindre effort. Là. Chacun, là, chez les animaux sauvages, ils essayent de sauver de l'énergie. Fait que si j'ai pas de contraintes, j'ai pas de raison d'aller faire 10 km là, pour aller manger s'il y a de la nourriture là. Là. Donc dans ce sens-là, ben, les grands prédateurs aussi, c'est aussi quelque part un peu les meilleurs amis des plantes, hein, de la végétation. Euh, vous avez peut-être déjà entendu là, que les découvertes à Yellowstone par rapport aux loups, hein, que les loups patrouillent beaucoup le long des rivières, donc il y a moins d'érosion le long des rivières parce que les grands herbivores se tiennent moins là, etc. Vous avez le cœur bien accroché, j'espère. Là, c'était au Labrador en janvier. On a suivi une trace de loup super fraîche le long de la Machin River. Puis quelle ne fut pas notre surprise de tomber sur un caribou qui venait d'être attaqué par un loup. Puis son seul refuge, c'était la rivière. Le loup, il n'est pas rentré. Il a bien compris que s'il rentrait dans la rivière, il était condamné. Puis ce caribou-là, en fait, en rentrant dans la rivière, il s'est condamné aussi. On a vu d'ailleurs, on a vu sur les roches un peu partout que le loup avait essayé de contourner en sautant d'une roche à l'autre, mais en fait, il n'a pas réussi à l'avoir. Le lendemain, notre caribou était sorti de l'eau, on est revenu voir, puis il était mort. Ça fait partie de la nature, mais il va éventuellement être retrouvé puis consommé par la suite. Ça, c'était une belle rencontre, là, une meute de loups qu'on a rencontré sur un lac gelé. Donc, ils sont apparus assez vite. Puis en plus, alors loup et grand corbeau, ils travaillent ensemble. Hein. Ça a été prouvé à plusieurs reprises. Les grands corbeaux, ils n'ont pas les becs assez puissants pour ouvrir les carcasses. Fait qu'en fait, ils vont, par certains cris, ils vont attirer les loups sur les carcasses. Puis les loups, sont assez intelligents pour suivre les grands corbeaux. Puis donc, c'est une coopération, ça, ancestrale. Puis apparemment, d'après ce que j'ai lu aussi, du temps de la préhistoire, il y avait comme ça une espèce de triangle qui coopérait des hardes d'humains, en fait, des préhistoriques, des loups et des grands corbeaux comme ça qui s'entraidaient ou qui se volaient la nourriture à l'occasion. On peut quand même se poser la question, donc eux aussi, hein, ça a beaucoup diminué ces hardes-là dans le nord. Puis on peut se poser la question, en fait, comment ça se fait que après la dernière glaciation, donc le temps qu'ils arrivent, loups et caribous ont coopéré, ont vécu dans un équilibre dynamique, mais un équilibre dynamique quand même, pendant 8000 ans, sans qu'il y ait vraiment de problème. Puis, depuis que l'homme blanc est arrivé, on a quand même eu plusieurs problèmes avec eux aussi dans le Nord. Les chiffres. Il y a toujours, donc, faut savoir qu'il y a toujours eu des grandes variations dans ces arbres de caribou. Regardez les caribous de la rivière aux feuilles, là. En 2001, il y a des comptages, pas toutes les années, mais il y a des comptages quand même régulièrement par hélicoptère qui se font. Donc, regardez, ils étaient 628 000 en 2001, 2015 à peu près 400 000, en 2016 199 000. L'art de la rivière Georges, là, qui est la plus grande harpe du monde, qui a été la plus grande harpe du monde. Regardez, en 93, ils étaient 740 000. Puis en 2016, ils étaient 8 900. Actuellement, j'ai les chiffres pour 2018, ils sont 5 500. Donc en fait, la taille du troupeau a baissé de 99% entre 93 et 2018. Est-ce qu'on peut tirer vraiment des conclusions là tout de suite? Peut-être pas forcément. Dans les années 1950, la harpe de la rivière Georges, ils étaient 3500. Donc ils étaient encore moins qu'en
en 2018. Donc, est-ce qu'ils vont remonter? On ne sait pas trop. Sauf que là, on est quand même dans des creux historiques. Hein. C'est quoi ça? Comme les caribous de la Gaspésie, ça peut être quoi donc les problématiques auxquelles ils ont fait face? Ben, il y a quand même un bon impact humain. Hein. Bon, si c'est au bord de la route, peut-être que ces caribous-là ont pris un camion. En tout cas, c'est pas des loups qui boivent du Pepsi, ça c'est sûr. Et puis, donc, quand on va sur les routes du Nord, sur le bord de la route, on croise beaucoup de choses, hein, dont des choses comme ça. Donc là, c'est du monde qui va à la chasse aux caribous. Donc il y a beaucoup aussi des chasses autochtones, hein, de subsistance. Ça d'ailleurs, c'est probablement autochtone, hein, parce que du temps qu'il y avait de la chasse sportive, il y avait des quotas. Puis donc là, ben, c'est ça, ils font des allers-retours dans la forêt pour aller chercher des caribous. Puis, donc, ce qu'on a remarqué, c'est que les Autochtones, par exemple, ils vont y aller beaucoup moins de fois dans la saison, donc pas beaucoup. Par contre, quand ils vont y aller, ben, ils vont essayer d'en ramasser le plus possible, puis pour partager avec la communauté. On arrive au motel au Radisson, puis à l'époque, on voyait des spectacles comme ça. Donc ça, c'est la chasse sportive. La chasse sportive, bon, c'était une manne économique aussi pour la baie James. La chasse sportive, elle a été abolie en fait à l'hiver 2017-2018. Ça a été la dernière année de chasse sportive. Et donc, ben, nos caribous, hein, sont des très bons nageurs. En plus, il a le poil d'hiver creux, hein, rempli d'air. Fait que peut-être ça lui fait comme un gilet de flottaison. Mais on a fait beaucoup des grands barrages hydroélectriques. Puis quand on voit la topographie du territoire de la baie James, ben, ces grands barrages hydroélectriques, en amont, il y a un lac réservoir. Donc on a inondé d'énormes zones qui sont maintenant des lacs réservoirs. Puis comme je vous dis, la topographie fait que ces énormes lacs réservoirs sont vraiment orientés d'ouest en est, en fait. Donc, dans le sens contraire de la migration des caribous. Donc, en fait, ça a coupé des routes millénaires de caribous. Puis ces lacs-là, en fait, ils mettent vraiment beaucoup de temps à geler à l'automne. Donc, quand les caribous, ils passent au niveau de leur migration, pendant leur migration, ces lacs-là, ils sont pas gelés. Donc, un caribou, c'est un bon nageur, mais il traverse quand même pas une mer intérieure, là. Fait qu'ils sont obligés aussi de contourner ces zones-là, donc beaucoup plus aussi de dépenses d'énergie, par exemple. Donc ça a pu être aussi un facteur qui a dérangé. Notamment un événement dont on peut parler, c'est l'événement qu'il y a eu en septembre 1984, où un petit peu moins de 10 000 caribous ont été retrouvés noyés en amont de la chute calcaire, donc sur la rivière Kaniapisco, dans le nord du Québec. Puis en fait, il y a eu un tribunal conjoint avec les Autochtones qui a finalement établi la responsabilité d'Hydro-Québec dans cette noyade-là. En fait, ils avaient ouvert trop tôt les vannes du barrage avant que la majorité des gros troupeaux de caribous passent. Donc, vous voyez aussi que notre électricité verte, en tout cas, elle a eu des conséquences pour les caribous. Même si actuellement, c'est apparemment à peu près bien géré. Apparemment aussi, j'ai pas trop creusé ça, mais les lignes haute tension donc qui arrivent de tous ces barrages pourraient aussi éventuellement avoir un impact sur la population de caribous dans le nord. C'est étonnant parce que quand je suis allé dans le nord plusieurs fois, il n'y a qu'une route, hein, fait qu'on recroise tout le temps les mêmes personnes. On se met à jaser avec eux, c'est super intéressant. Et justement, on s'était lié d'amitié avec des autochtones sur la route du Labrador. Puis vous voyez là, c'est un F-18, donc un avion de chasse. Ça paraît bizarre dans une conférence sur les caribous. Quand on va sur la route du Labrador, on s'en va jusqu'à Goose Bay. Goose Bay, bout de la route. Mais là, il y a eu une base
aérienne de l'OTAN. Et chaque année, il y avait les exercices Red Flag, où tous les avions de l'OTAN, donc pas juste les Canadiens, mais les Hollandais, les Belges, les Américains, tout le monde de l'OTAN, faisaient des exercices de combat aérien au-dessus de la toundra. Moi, j'ai grandi en Europe et en Europe, on a beaucoup plus l'occasion d'avoir la proximité avec les avions de chasse. Moi, quand j'étais jeune, là, puis j'allais faire de l'ornithologie, là, j'étais en vélo à 13-14 ans, là, puis je vous promets que d'expérience, quand un avion de chasse vous passe au-dessus de la tête, à certaines fois, vous êtes en petite boule par terre, euh, les bras sur vos oreilles, avant de comprendre, en levant la tête, que ah, ok, c'était un avion de chasse. Fait que imaginez sur les troupeaux. Et ces autochtones-là, ils nous disaient ils étaient à leur chasse traditionnelle en motoneige, là, puis ils nous disaient, ils voyaient les avions de chasse là, qui s'amusaient à passer au ras des troupeaux de caribous. Puis plusieurs fois, ils nous racontaient qu'ils trouvaient des dizaines de caribous morts comme ça. Imaginez ça fois plusieurs années, fois un paquet d'avions de chasse qui s'entraînent comme ça pendant des semaines. C'est toutes des affaires qu'on ne sait pas ça dans le Sud. Mais quand on va dans le Nord, on se fait raconter ben des histoires. Fait que ça, c'en est une. Il y aurait aussi, des hypothèses de surbroutage aussi. C'est qu'à un moment donné, quand ces caribous-là, ils ont été énormément, il y a eu énormément de surbroutage, donc pénurie de nourriture peut-être à ces niveaux-là. D'où aussi le rôle des prédateurs là, dans l'équation, comme on a déjà dit. Et puis, pour terminer, pour les caribous de la baie James, là, donc de manière générale, on imagine que les changements climatiques vont avoir des effets aussi directs et indirects sur les caribous. Par exemple, des parasites qui, les hivers moins rigoureux, vont remonter vers le nord. Par exemple, le nord, qui est un gruyère de lacs, imaginez le jour où les caribous ils descendent, puis les lacs sont plus gelés parce qu'il n'y a pas fait assez froid. C'est beaucoup plus de dépenses d'énergie. Hein. Sachant qu'aussi, on est quand même dans le nord du Québec, là, dans un milieu un peu subarctique. L'Arctique actuellement réchauffe 6 fois plus vite que les autres endroits de la planète. Donc, voilà pour ça. Et puis, j'en arrive à ma conclusion. Donc, ma conclusion de cette présentation sur les caribous. Puis là, je vais faire la conclusion en 4, 5, 6 étapes. En fait, je vais vous parler de ça. Ça me semble bien important. En biomasse, là, actuellement sur Terre, là, 70% de la masse des oiseaux sur Terre, c'est nos oiseaux d'élevage. 30%, si on prend toute la masse des oiseaux sur Terre, c'est les oiseaux sauvages. En biomasse, là, 60% de la masse des mammifères, là, c'est des bovins, c'est des porcs. 36% de la masse des mammifères, c'est des êtres humains. Et il reste 4% de masse de mammifères sur Terre qui sont des animaux sauvages, des mammifères sauvages. Depuis les années 60, là, la moitié des oiseaux chanteurs ont disparu en Amérique du Nord. La moitié des espèces qui existent sur Terre, donc la vie marine, les plantes, les animaux terrestres, pourraient disparaître d'ici les années 2050 si on continue sur ce lancer-là. Actuellement, là, on perd une espèce aux 17 minutes à l'heure où on se parle sur Terre. Si on revient à nos caribous, à l'exception de hardes, là, toutes les hardes de rennes caribous dans le monde sont sur le déclin, donc en diminution. Ça, c'est ce qu'on entend parler, puis il y a plein d'autres exemples. Là. Puis même si les chiffres, là, effectivement, ça peut être dur à évaluer, mais c'est tout ce qu'on lit dans des publications. Puis ces chiffres-là là, sont peut-être pas tout à fait exacts, mais la tendance est bien réelle. Puis la tendance, elle est vraie. Puis
Donc, on parle là de la 6e extinction de masse des espèces. La 5e, c'était les dinosaures il y a 65 millions d'années. Ça, c'est bien important à comprendre, parce que c'est un fait. Puis, on fait beaucoup de publicité au changement climatique, mais quelque part, moi, je suis persuadé, c'est une intuition, là, c'est peut-être pas scientifique, mais moi, je suis persuadé qu'on a 3 choses à égale importance qui vont être bien importantes dans l'avenir à s'occuper. C'est effectivement les changements climatiques, mais c'est aussi l'érosion de la biodiversité, cette perte de biodiversité. Puis je crois aussi que c'est la pollution chimique qu'on ajoute un peu à chaque jour. Puis ça va vraiment falloir slacker puis s'en occuper. Euh, Fait que, tout ceci étant dit, est-ce qu'il reste une lueur d'espoir? Je fais un peu de philosophie. Moi, la vie, elle m'a appris que le bien et le mal, là, c'est subjectif. Là, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Mais moi, je m'attache beaucoup à ce qui marche et ce qui ne marche pas. Puis avec le temps, on finit toujours par savoir c'est quel comportement qui marche, puis c'est quel comportement qui ne marche pas. Puis ça, ben, ça dépend beaucoup du contexte. Puis relié à ce contexte qui change très vite actuellement, là, ben, il y a aussi culture et tradition. Culture et tradition, là, ça va toujours être lié au contexte. Si notre tradition, c'est de chasser du caribou, ben, si il y a pratiquement plus de caribou, ben, allons-y fort. Mais est-ce que nos enfants continueront à avoir du caribou? C'est pas sûr. Donc ça revient toujours à notre libre arbitre. Qu'est-ce qu'on veut, en fait? Euh, donc tout ça, c'est une adaptation aussi. C'est vraiment, est-ce qu'on va savoir s'adapter? Et puis, donc souvent, hein, les mêmes causes donnent les mêmes conséquences. Et je pense qu'on est à un moment de changement rapide dans l'humanité. Puis, je pense qu'il y a un grand appel à la créativité, donc à avoir vraiment sortir de la boîte, à avoir des nouvelles idées, des nouvelles pensées qui vont donner des nouvelles paroles, puis des nouvelles actions. Puis, quand on dit ben, on ne perdra pas un emploi pour un caribou, ben, il faut aussi se poser la question, en fait, euh, est-ce qu'on travaille pour vivre ou est-ce qu'on vit pour travailler collectivement? Euh, est-ce que, est-ce que, est-ce que l'économie et l'écologie sont sur le même pied d'égalité, sachant que l'économie, elle est dépendante des ressources naturelles, fait qu'elle est dépendante de la bonne santé de la nature. Fait que je dirais que l'écologie ou les écosystèmes contiennent l'économie, je dirais. Hein. Fait que c'est ça, je pense qu'il faut garder ça dans le bon sens. Il faut aussi se poser la question, à un moment donné, là, on vient d'inventer l'automobile. Là. On va-tu mettre l'automobile de côté parce que sinon, parce qu'il faut faire vivre les maréchals Ferrand? Non, à un moment donné, la Terre, elle avance. Puis ben, les choses changent. Je pense, on se doit des fois de remettre un peu de bon sens dans tout ça. Euh, ma conclusion pour la Gaspésie, ben, je vous dirais, si ça continue de même, nos caribous, malheureusement, ça va être une question de temps. Euh, en fait, présentement, il y a eu un retard constant dans les actes. On le voit encore avec les coupes forestières qu'il y a eu au Blanche-la-Montagne il y a 2-3 ans. Des fois, moi, j'ai tendance à penser trop peu, trop tard. Euh, et puis, même la communauté scientifique s'entend pour dire que si ça continue de même, on verra le dernier d'ici 30 ans. Là. On n'est pas sûr. Faut essayer. Faut essayer. Hein. On dit toujours là, on n'est pas sûr de réussir, mais si on n'essaye pas, on est sûr que ça réussira pas. Donc, je pense qu'il faut essayer. Pour moi, essayer, ça aussi, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire intervenir, mais dans certains cas, essayer, ça peut aussi vouloir dire les laisser tranquilles, tout simplement, leur laisser de l'espace en fait pour vivre. Euh, donc voilà pour la Gaspésie. Pour le Nord, ben les caribous dans le Nord, je pense qu'on a un peu plus de latitude peut-être, on a un peu plus de temps. Et puis, ben en fait, ce qui est vraiment intéressant, ce qui va être vraiment intéressant dans le Nord, c'est qu'en fait, je pense que la survie et la sauvegarde de ces 2 troupeaux-là, ils vont vraiment passer par un travail en commun puis un rapprochement du peuple
québécois, ben, des scientifiques d'abord, avec les peuples autochtones, en fait. Puis pouvoir travailler ensemble. Je pense que ça, socialement, c'est quelque chose de super positif. Et je pense on est rendu là déjà, hein, mais je pense qu'on est rendu là à plus grande échelle. Puis ça, c'est quelque chose qui est très positif, en fait. Euh, donc, hein, euh, juste pour vous dire, hein, je vous disais, donc la limite nord du caribou, hein, la limite sud, pardon, du caribou, elle remonte vers le nord. Le caribou, c'est quand même un animal qui est, qui est pas forcément très adapté et pas très adaptable aux changements rapides qu'on lui a servi. C'est une espèce qui est très spécialisée, très adaptée à un milieu très spécifique, donc la nordicité, le froid, mais c'est pas une espèce qui, qui va avoir le dessus sur des espèces beaucoup plus généralistes et opportunistes et adaptables, comme le coyote, par exemple. Fait que malheureusement, ils ne jouent pas avec les mêmes avantages, ces espèces-là. Donc, encore une fois, on verra bien. Je pense que, et là, j'élargis plus loin que le caribou, je pense on va voir beaucoup de choses de notre vivant et va falloir probablement accepter un certain changement en sauvant le plus qu'on peut, en fait, puis en laissant le plus de place, nous, au restant du vivant. Donc moi, je pense que on peut se demander la question, peut-être qu'il y a des gens qui demanderont la question, mais nous qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, dans tout ça, là? On écoute ça, on voit ça, puis en fait, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? J'essaie d'y penser. En fait, je pense qu'en parler, en débattre, échanger, prendre conscience, donc en débattre avec les autres, signer des pétitions. Euh, mais aussi, je pense, consommer moins ou consommer différemment. Je parle beaucoup de la forêt, par exemple. Indirectement, sauver les caribous, c'est sauver aussi notre forêt boréale. Une monoculture en ligne là, d'épinettes, là, c'est pas une forêt. Enfin, moi, j'appelle pas ça une forêt. Puis le caribou, il appelle pas ça une forêt non plus. Donc, si on veut sauver le caribou, ben, peut-être et c'est là que je fais appel à la créativité. Je pense que c'est ça, ça va nous prendre d'être plus créatifs. Comment on peut faire pour utiliser moins de matière igneuse? Alors peut-être qu'on va effectivement pour les charpentes de nos maisons, on va peut-être toujours utiliser des 2 par 4, mais y a-tu moyen de construire les murs autrement? Je sais pas, avec des ballots de chanvre, avec actuellement, je pense qu'il y a moyen de construire autrement. Euh, Sachant que vous savez, aussi loin que ça puisse paraître, quand on nous annonce un ouragan sur la Nouvelle-Orléans ou la Floride, ben, il y a combien de maisons en 2 par 4 à reconstruire? Et puis ça arrive de plus en plus souvent, là. Et puis, quelque part, c'est qui paye? Ben, c'est la forêt boréale, puis indirectement, ben, c'est le caribou qui paye ça. Fait que comment on fait euh, ben, pour justement balancer tout ça, retrouver un équilibre là-dedans et changer. Sachant que c'est aussi tout simplement peut-être aussi des déplacements d'emploi de l'industrie forestière à d'autres industries, parce il y a vraiment la place aussi à l'innovation. C'est pas pour ça que je pense qu'on va devoir encore là accepter peut-être un certain changement si on veut garder nos espaces naturels en bonne santé. Travailler dans le sens de la justice sociale, du partage des richesses, hein, parce que ça me semble aussi relativement lié. Euh, une chose bien importante aussi, revoir notre place dans la chaîne alimentaire. Vous savez, nous les humains, enfin, la chaîne alimentaire, c'est une pyramide. Alors, il y a le bas de la chaîne, les plantes, tout ça, puis jusqu'aux grands prédateurs, le haut de la chaîne alimentaire. Puis quand je dis que ça, c'est une pyramide, ben c'est sûr que les grands prédateurs sont toujours beaucoup moins que ceux qui mangent en dessous. Si nous, les humains, on joue le rôle de grands prédateurs, ben on peut bien. Mais à 8 milliards d'êtres humains, ça commence à coincer. Fait que, je vous dirais, on est une espèce magnifique parce que on a la chance d'être omnivore. Puis
on a eu la chance de survivre aux glaciations en mangeant de la viande. Mais là, si on veut survivre à 8 milliards, et puis on nous annonce plus de monde, ben, il va falloir peut-être descendre dans cette chaîne alimentaire pour manger un peu moins de viande, puis manger un peu plus en quantité de végétaux, par exemple. Et en fait, ça me semble important à la gang qu'on est, en tout cas d'amorcer un virage comme ça euh, pour, euh, pour la suite des choses. Euh, Moi, j'aime pas trop l'explication qu'on est trop d'humains. Il y a des calculs scientifiques qui ont été faits là-dessus. Puis quelque part, ça me semble un peu des fois une phrase un peu fasciste, même des fois. Puis c'est aussi déresponsabilisant parce que je crois qu'à un moment donné, on peut aussi se demander comment faire pour partager les espaces. Puis c'est une manière de consommer moins aussi. C'est tout simplement aussi peut-être une preuve d'amour envers nos semblables, tout simplement. Et puis, je pense qu'à terme, alors je rêve peut-être, mais à terme, je pense que notre position dominante sur la planète Terre parmi toutes les espèces vivantes, ben, en fait, peut-être qu'on doit réaliser qu'elle nous donne des droits, mais elle nous donne aussi des devoirs envers ces autres êtres vivants, puis envers les autres formes de vie. Et puis, en fait, ben, peut-être qu'à un moment donné, il va falloir qu'on ait un rôle de gardien du vivant, peut-être. Peut-être c'est un peu utopiste, ce que je vous dis là, peut-être c'est une parole de rêveur, mais en tout cas, il y a une chose, c'est que continuer dans la voie qu'on a engagée, ben, c'est une utopie aussi. Hein. Fait qu'on peut se poser cette question-là. Moi, en tout cas, c'est une question que je vous partage parce que je me la suis posée aussi pour moi. Donc, je terminerai ma conférence avec une belle image des caribous dans leur milieu nordique. Euh, Moi, je suis en amour avec ces animaux-là. On va leur souhaiter bonne chance aussi. C'est quand même des animaux avec les bœufs musqués, hein, c'est les seuls qui ont survécu à toute la faune béringienne qui s'est éteinte après la dernière glaciation. Donc, eux, c'est des survivants, en fait, déjà, hein, les caribous. Puis, ben, ils ont réussi quand même à prospérer jusque-là. Euh, fait que, fait que voilà, si vous voulez, ben, vous pouvez me suivre un peu mes récits, mes aventures, mes images sur Inspiration Sauvage. Donc, j'ai un site internet, j'ai une page Facebook, là, Inspiration Sauvage, Hugues de Glert. Puis, j'ai un compte Instagram aussi, si vous voulez voir les images. Puis, ben, je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à cette présentation. Merci beaucoup pour ça.